Pour conclure cette séquence, je vous propose de nous attarder encore sur notre cerveau et sur la manière qu'il a souvent de nous mener à l'erreur. Notre dernier intervenant en masterclass est spécialiste de la prise de décision. Il enseigne la stratégie et la résolution de problèmes à HEC Paris. Auparavant, il a passé 25 ans chez McKinsey, où il était senior partner. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques et d'ouvrages sur le sujet. Je vous propose d'accueillir, évidemment, vous l'avez deviné, Olivier Sibony. Olivier, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Je suis là et je t'entends, comment vas-tu? Très bien, merci. Écoute, merci d'être avec nous à nouveau. C'est On un nous sent plaisir. là. Olivier, on sort à peine et encore, peut-être ne sommes-nous pas tout à fait sortis de cette crise qu'on a très mal anticipée. À ton avis, quels sont les biais cognitifs qui nous ont empêchés de la prévoir? Je crois qu'il y en a beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans toutes les situations où on analyse une crise importante ou une erreur importante, c'est qu'en fait, il suffit pas d'un biais cognitif pour nous poser problème, en général, il y en a toute une combinaison. Alors là, on peut en citer quelques-uns qui sont particulièrement frappants sur cet exemple-ci. Il y en a un en particulier qui fait partie de ce que j'appelle les biais de modèle mental, qui est le fait qu'on reconnaît, qu'on analyse les situations au prisme de ce qu'on connaît déjà. En l'occurrence, on se rappelle tous comment au début de cette crise, on disait mais c'est une grippe, bon peut-être une grippe un peu plus sévère, mais enfin c'est quand même une grippe. Et pas seulement les gens qui, comme moi, n'y connaissent rien, mais aussi les médecins, les spécialistes, etc. Il y avait des tas de médecins pour nous dire les politiques sont encore en train de surréagir à un truc qui n'est qu'une petite grippe. Ce qui est frappant, c'est que dans le même temps, les Asiatiques, enfin en tout cas beaucoup de pays asiatiques, réagissaient en se disant ce truc ressemble au SARS, et donc on va quand même le traiter comme si c'était le SARS, peut-être moins sévère que le SARS, mais quand même aussi un peu comme le SARS. Et donc selon la manière dont on cadre les choses, selon le modèle mental qu'on applique dessus, on va réagir de manière complètement différente. Application de ça aujourd'hui d'ailleurs, on entend partout qu'on craint une reprise de l'épidémie à l'automne. Mais en fait, on entend assez peu de gens nous dire qu'on craint une reprise de l'épidémie pendant l'été. Pourquoi? Parce que notre modèle mental, c'est que les épidémies de maladies respiratoires, ça se passe pendant l'été. Dans notre système 1, comme dit Daniel Kahneman, dans notre pensée Pendant rapide, l'automne. Pendant on l'automne. pense que, ou à l'automne, c'est ça, on Ouais. pense que l'été, tout ce qu'on risque d'attraper, c'est un coup de soleil. Alors notre système 2 est capable de regarder le Texas et de se dire, au Texas, il fait 35 degrés, il y a une épidémie terrible, de regarder la Floride et de se dire, il fait très chaud, il y a une épidémie terrible. Donc en fait, c'est un virus qui n'a pas l'air d'être très sensible à la chaleur, mais notre système 1, notre réflexion rapide, est calé sur cette habitude de penser maladie respiratoire hiver, donc on n'enregistre pas. Donc je crois que ces biais de modèle mental, cette capacité à appréhender un phénomène nouveau comme un phénomène nouveau et pas seulement au prisme de quelque chose qu'on connaît déjà, ont vraiment été un des principaux biais dans cette histoire, mais encore une fois, il y en a beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qui, à ton avis, nous empêche d'anticiper du coup la prochaine crise? On ne sait pas encore exactement laquelle, mais quels sont les biais qui nous empêchent? Mais justement, le même, c'est que comme tu dis, on ne sait pas encore exactement laquelle, et que comme on ne sait pas laquelle, on n'est pas capable de l'imaginer. Alors on peut se forcer, on peut se dire, ah, si c'était une crise écologique majeure, si c'était une cyberattaque, si c'était un accident nucléaire, ou si c'était une attaque terroriste comme le 11 septembre, on peut imaginer des tas de choses, mais le paradoxe dans cette histoire, c'est que le propre des surprises, c'est de nous surprendre. Et donc, quand on regardera dans le rétroviseur dans 2 ans, Michel, en parlant de crise en cours, on sera forcément en train de parler de quelque chose qu'on n'aura pas anticipé, puisque c'est quelque chose, si c'est quelque chose qu'on a anticipé, on ne le considérera pas comme une crise, parce que ça ne nous aura pas surpris. Ça, en fait, c'est aussi un biais, c'est une donnée de notre psychologie, qui est le biais rétrospectif. Quand quelque chose se produit, une fois qu'il s'est produit, il nous semble qu'il était évident, c'est pour ça qu'on se dit aujourd'hui, mais mon Dieu, pourquoi n'a-t-on pas anticipé cette crise du Covid? On aurait dû, c'était finalement très prévisible. La réalité, c'est que ça nous paraît prévisible a posteriori, mais que ça l'était pas réellement a priori. Et on est en train tous de se reposer la même question avec la même grille de lecture, qui est de se dire comment est-ce que je peux prévoir l'imprévisible? Par définition, je peux pas. Si je le prévois, et ça sera pas ce qui m'aura surpris. Alors concrètement, on fait comment est-ce qu'on fait pour se préparer? Ben, on peut faire deux choses. D'abord, on peut faire en sorte que la crise ne nous surprenne pas, c'est-à-dire qu'en fait, ça soit pas une crise, qu'elle n'arrive pas. Exemple trivial, beaucoup d'entreprises, la plupart des entreprises de la plupart
en train de nous regarder, étaient équipées pour travailler à distance, ce qui les a bien aidées à faire face à la crise du Covid. Pas parce qu'elles avaient prévu la crise du Covid, mais parce qu'elles avaient prévu, de manière générique, ce qu'il fallait pour avoir une infrastructure de travail pour faire face à une crise. Quand je dis la plupart des entreprises, note bien que ce n'est pas le cas de la plupart des organisations. L'éducation nationale, par exemple, avait tout simplement pas de plan de continuité d'activité, et donc chaque prof a improvisé plus ou moins bien, plus ou moins héroïquement, dans certains cas merveilleusement bien, dans d'autres cas pas bien du tout. C'est ce qui se passe quand on n'est pas préparé. Donc l'exemple trivial, c'est de se doter des infrastructures, des moyens qui vont permettre de faire face au plus grand nombre de crises possibles. Alors c'est facile à dire, là où ça se gâte un peu, c'est quand on se dit, mais est-ce que je peux imaginer tous les scénarios? Et le problème, c'est que si on imagine tous les scénarios possibles de crise, on va s'encombrer d'une quantité de précautions qui vont finir par nous paralyser. Il y a une histoire que raconte là-dessus, enfin une expérience de pensée que raconte Nassim Taleb là-dessus, je ne sais plus dans lequel de ses livres, où il dit, supposez que vous êtes en 2000 et que vous avez eu l'idée qu'on pourrait faire un attentat terroriste en détournant un avion avec simplement quelques cutters, et que donc vous en avez conclu vous en avez tiré la conclusion qu'il faut absolument renforcer avec des serrures sécurisées les cockpits de tous les avions de ligne. Ben, on vous aurait dit, vous êtes un terrible bureaucrate qui a alourdi toute l'industrie aérienne de précautions complètement inutiles pour un risque imaginaire. Et on voit bien dans cette histoire le paradoxe de l'anticipation de la crise ou du principe de précaution face à la crise, c'est que on peut imaginer toutes les crises et prendre toutes les précautions possibles, on va finir par s'alourdir d'une quantité de normes, de régulations et de précautions absolument ingérables, alors qu'en réalité, on n'aura jamais tout prévu. Donc il y a un arbitrage entre ce qu'on peut imaginer et ce qu'on doit imaginer et le niveau de risque qu'il faut qu'on soit prêt à accepter, parce que sinon on ne vit plus. Ça, c'est pour anticiper les crises. Et puis ensuite, il y a évidemment la capacité à être résilient le jour où elles arrivent, qui est une autre chose. C'est ce que disait Roselyne Bachelot quand elle était interrogée, je crois, par l'Assemblée nationale à la suite de la crise du Covid. Elle disait, mais en fait, les plans, ça sert à rien, il faut être capable de réagir vite. Est-ce que les plans sont inutiles? Non, les plans sont inutiles parce que c'est les plans qui nous permettent de réagir vite. Donc on l'a vu dans cette crise d'ailleurs, il y avait beaucoup de plans qui avaient été faits pour d'autres choses, qui ont énormément servi pour faire face au Covid. Vous avez vu les trains, les TGV médicalisés. Ben, pourquoi est-ce qu'on était capable de faire des TGV médicalisés? Parce qu'on avait anticipé, non pas le Covid, mais des attentats terroristes. Et donc on s'était dit, il faut qu'on ait des plans d'évacuation. Donc le fait d'avoir des plans est toujours très utile, même si c'est pas pour ce pourquoi ils ont été conçus qu'on va s'en servir. Il y a un mot d'Eisenhower là-dessus qui est tout à fait frappant, c'est dans la préparation de la bataille, les plans ne servent à rien, mais la planification est indispensable. Les plans ne servent à rien parce que quand on sera dans le plan, on va être obligé de le jeter et de faire autre chose, mais la planification est indispensable parce que d'abord, elle prépare les esprits, elle nous force à anticiper ce que va être une situation de crise, et ensuite, elle nous dote de plans qui sont des briques de base avec lesquelles on va pouvoir combiner, adapter, réagir, et on va pouvoir se fabriquer avec les bouts de ficelle qu'on aura sous la main un plan de réaction. Une analogie qui vient à l'esprit, c'est Apollo 13, où il se passe, tu te rappelles l'histoire de cette expédition spatiale où il se passe un problème imprévu. C'est parce que ces astronautes ont été extraordinairement bien préparés à faire face à toutes sortes d'imprévus prévus qui vont pouvoir faire face par une improvisation à un imprévu pas prévu. Donc en fait, il n'y a pas d'un côté la planification et de l'autre côté l'improvisation. Il y a la planification qui va nous aider à être meilleurs dans l'improvisation parce que c'est d'avoir imaginé des tas de scénarios et d'avoir imaginé notre réponse à des tas de scénarios qui nous rend capable de faire face à l'imprévu. Une précision, parce que Isabelle dans le chat nous pose la question suivante. Ne faut-il pas plutôt avoir des modélisations que des plans? Quelle différence tu fais entre modélisation et plan? Je fais pas particulièrement de différence, mais je crois qu'il y a une. Enfin, chacun utilise le vocabulaire qu'il veut. Quand je dis plan, je veux dire une batterie de plans différents. Je veux pas dire un seul plan. Je crois que ce qui va définitivement passer de mode, j'espère, avec cette crise et qui aurait dû passer de mode depuis très longtemps, c'est l'idée d'avoir un plan. Parce que l'idée d'avoir un plan, non seulement on est sûr que ce plan ne va pas se réaliser parce que le monde est assez imprévisible, mais en plus, le fait d'avoir un plan nous conforte dans l'illusion que ce plan va se réaliser. Il nous conforte dans l'illusion qu'il n'y a qu'un avenir. Quand on fait plusieurs plans, ce qu'on appelle une modélisation dans certains cas,
quand on fait plusieurs plans, on se garde à l'esprit qu'il y a plusieurs avenirs possibles. Et la marque d'une bonne préparation à l'imprévu, d'une bonne préparation à l'avenir en général, puisque l'avenir est imprévu, c'est d'avoir constamment à l'esprit l'idée qu'il y a plusieurs avenirs possibles et qu'il faut donc se préparer à plusieurs scénarios différents. Un test de ça, qui est paradoxal mais qui est très frappant, c'est que si toutes les choses que vous êtes en train de faire dans votre organisation sont compatibles les unes avec les autres, et si vous vous dites qu'elles vont toutes servir à quelque chose, alors vous n'êtes pas en train de bien préparer l'avenir. Parce que si vous êtes en train de préparer votre réaction à des scénarios réellement différents, alors vous faites forcément des choses qui sont incompatibles entre elles. Il y a forcément des choses que vous faites pour préparer le scénario très pessimiste qui ne se produiront pas si le scénario optimiste s'est produit, qui n'auront servi à rien si le scénario optimiste s'est produit. Et inversement, si le scénario optimiste se produit, vous direz, comme on disait à Roselyne Bachelot il y a quelques années, pourquoi avez-vous pris toutes ces précautions qui n'ont servi à rien? Donc en fait, ça, c'est la marque d'une bonne planification. C'est quand la main droite fait des choses qui paraissent absurdes à la main gauche, c'est que vous êtes en train de bien vous organiser pour faire face à l'imprévu. C'est paradoxal, mais c'est un test qu'on n'applique pas assez souvent. Olivier, avant d'aborder le rôle des leaders, je voudrais revenir aux questions qui sont posées dans le chat. Il y a beaucoup de questions. Guy Philippe, tiens, qui nous dit, est-ce que c'est pas un problème d'organisation aussi, parce que organisation décentralisée versus structure centralisée. Absolument, parce que pour être capable d'improviser, une fois qu'on va avoir plusieurs plans et qu'on va s'apercevoir qu'une combinaison de ces plans peut servir à quelque chose, mais qu'aucun de ces plans ne sert à rien, il va falloir qu'on ait des gens qui sont capables de jeter le plan et de faire autre chose. Et quand on dit les plans ne servent à rien, la planification est indispensable, mais les plans ne servent à rien, c'est parce qu'on dit aussi qu'aucun plan ne résiste au contact de l'ennemi, comme disait le stratège prussien von Moltke il y a déjà très longtemps. Aucun plan ne résiste au contact de l'ennemi, et donc il faut qu'on ait des gens qui, au contact de l'ennemi, au contact de l'adversité, au contact de l'imprévu, soient capables d'improviser. Pour être capable d'improviser, il faut bien sûr du talent, des gens formidables, etc. Mais il faut une chose que les organisations doivent absolument avoir, c'est la permission, tout bêtement, la permission d'improviser, la permission de sortir du cadre. Et ça, on a vu dans cette crise des exemples tout à fait remarquables de gens qui sortaient du cadre, qui improvisaient, qui prenaient des risques, qui expérimentaient. On a vu aussi des contre-exemples absolument navrants d'organisations où des gens probablement très compétents et pleins de bonne volonté n'ont pas voulu prendre le risque qu'on aurait attendu qu'ils prennent pour improviser. Un exemple frappant, on a manqué de tests pendant des mois, alors qu'on avait des laboratoires capables de faire des tests dans les universités, dans les laboratoires vétérinaires, dans les laboratoires de recherche. On avait des laboratoires capables de faire des tests, mais ils n'avaient pas rempli pas toutes les cases pour, en temps normal, être qualifiés comme les laboratoires qui étaient capables de faire des tests d'un virus du type Covid. Et donc, ils n'ont pas eu, ils se sont battus, ils se sont démenés, et ils n'ont pas obtenu pendant des semaines et des semaines et des semaines les autorisations de faire ces tests, parce qu'il y avait des gens, quelque part, dans une bureaucratie, je ne sais pas laquelle, qui disaient, on a des normes, on a des règles, on les applique, on n'improvise pas. Donc ça, c'est le contre-exemple, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir créé une organisation tellement rigide, où les gens ont tellement peur, et on les comprend, qu'on vienne leur reprocher les initiatives qu'ils auront prises si le risque se matérialise, c'est-à-dire si, dans le cas d'espèce, il y a un accident dans un laboratoire et que le virus s'échappe ou contamine quelqu'un, que sais-je, je ne sais pas contre quoi en particulier ces précautions sont prises, mais on imagine bien qu'elles sont prises pour une bonne raison, et que donc, si on s'écarte un peu de la route, on prend un risque, et si ce risque se réalise, il faut qu'on soit capable de dire aux gens qui ont pris ce risque, ça a mal tourné, mais on ne vous en veut pas parce que vous avez fait la bonne chose dans les circonstances. Donc une organisation qui est prête à faire face à la crise, c'est une organisation où les gens savent que s'ils prennent un risque en s'écartant du plan, en s'écartant de la norme, en s'écartant de l'ordinaire, parce que précisément on est en situation de crise, on ne leur en voudra pas si ça tourne mal. Et ça, c'est une culture qu'on doit créer avant la crise, parce que si on attend la crise, quand la tension est montée et que tout le monde se dit waouh, c'est vraiment pas le moment de se planter, si on attend la crise pour dire allez-y les gars, prenez des risques, c'est là que ça va mal se passer. Bon, il y a beaucoup de remarques, de commentaires, de débats. Je vous rappelle que grâce à notre plateforme, vous pouvez aller à la fin de ces masterclass dans l'onglet session et créer votre propre espace de débat pour échanger sur les différents points qu'on a évoqués ensemble. C'était la minute autopromo, Olivier. J'ai une question que je voudrais quand même te remonter qui me paraît très intéressante.
est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une société qui s'illusionne dans l'hyper-contrôle? C'est une question de Bruno Sanchez. Qui s'illusionne dans l'hyper-contrôle. Euh, si je comprends bien ce que Bruno veut dire, euh, qui En fait, s'illusionne du pour fait préciser la qu'on est question capable de tout prévoir, c'est ça? non, en fait, la question complète, c'est la suivante. Est-ce que contrôler les aléas à tout prix versus accepter l'incertitude, ça nous met pas, ça nous amène pas vers une société où finalement on s'illusionne dans l'hypercontrôle pour laisser le mental aux manettes de nos quotidiens. C'est ça que veut dire Bruno, plutôt que nous permettre de vivre l'instant présent. C'est ce qu'il veut dire. Ben, je crois que dans toute organisation ou dans toute personne, il y a une partie de nous qui veut vivre l'instant présent et puis il y a une partie de nous qui l'avenir. Je suis d'accord qu'il ne faut pas passer notre vie à s'inquiéter pour l'avenir et qu'il faut vivre l'instant présent, mais on attend de nos organisations, de nos entreprises, de nos gouvernements qu'ils anticipent des scénarios auxquels on n'a pas forcément envie de penser tout le temps. Donc je ne crois pas qu'on soit dans l'hyper-contrôle quand on anticipe la prochaine crise, en tout cas pas forcément. Je crois qu'il y a une partie de notre temps de cerveau disponible qui doit y être consacrée, et que là où on s'illusionne effectivement, c'est si on s'imagine qu'on va tout prévoir. On n'aura jamais tout prévu, et donc il faut se mettre en disponibilité mentale et en situation de flexibilité pour les organisations pour être capable de faire face à ce qu'on n'aura pas prévu et qui appelle une réaction avec un peu d'improvisation, de bout de ficelle, de créativité et de réaction justement à l'instant présent une fois qu'il sera arrivé. Dernière question, Olivier, le rôle des leaders dans cette capacité qu'on a de nous préparer, quel est-il et quelle formation doivent-ils suivre? Alors le premier rôle des leaders, il rebondit sur ce que je disais à l'instant, c'est que le leader doit créer un climat, une culture et des modes d'organisation où les individus ont suffisamment d'autonomie et suffisamment de discernement et suffisamment de sens de la prise de risque personnelle pour que, à tous les niveaux de l'organisation, on soit capable d'avoir une vision de ce qu'on cherche à accomplir dans l'ensemble, de ce que le plan dans son ensemble cherche à accomplir, et une capacité à sortir un petit peu du plan pour accomplir cette vision. Si les leaders n'ont pas créé cette mentalité-là, s'ils ont créé une organisation où on ne se sent pas autorisé à sortir des clous, alors ils n'ont pas fait leur travail de leader parce que pour être capable de faire face à la crise, il faut être capable d'un peu d'improvisation. Et la deuxième chose qu'ils doivent faire et qui en fait contribue à la première, c'est donner l'exemple d'un style de leadership où eux-mêmes disent je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne suis pas capable de tout prévoir, nous faisons non pas un plan mais des plans et ces plans que nous faisons ne peuvent pas couvrir tous les scénarios, c'est pas possible. Et donc, moi, leader, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on essayera de réagir du mieux possible et que quand on s'apercevra qu'on s'est trompé, on changera. Ça, c'est un positionnement de leader, c'est plus qu'un style, c'est une posture, c'est une attitude de leadership qui est assez rare chez nos leaders du monde politique et du monde économique, en particulier en France, où on aime bien que les leaders soient omniscients, que les leaders soient confiants, que les leaders soient jupitériens, que les leaders aient réponse à tout, que les leaders soient ceux qui ont fait les meilleures études et qui ont toujours eu réponse à toutes les questions et qui n'ont jamais eu à dire qu'ils ne savaient pas. Ben en fait, avoir ce qu'ils ne savent pas, d'abord, ça va leur donner plus de crédibilité en tant que leader, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qu'en fait ils ne savent pas, et que donc quand ils prétendent qu'ils savent, soit ils nous mentent, soit ils se mentent. Donc un leader qui nous dit qu'il ne sait pas gagne en crédibilité et donc gagne en leadership. Et ensuite, un leader qui nous dit qu'il ne sait pas est un leader qui nous autorise nous aussi à dire que nous ne savons pas. Et donc, quand on se retrouve face à une situation imprévue, à improviser pour faire du mieux. Et c'est pour ça que cette attitude de leadership est une condition, et non seulement bonne en tant que telle, mais est en plus une condition pour que le reste de l'organisation, ceux qui suivent le leader, se disent, nous aussi, il faut qu'on soit capable d'improviser, qu'on soit capable de changer d'avis, qu'on soit capable de changer de plan, qu'on soit capable de s'adapter aux circonstances, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va faire face à des crises. Et s'il y a une Mais vertu de cette crise, c'est de nous faire peut-être changer un petit peu notre image du leader pour accepter qu'on puisse avoir des leaders qui posent des questions et pas seulement des leaders qui apportent des réponses.
Mais on l'a quand même vu pendant cette crise, pour la première fois, un président de la République ou même un Premier ministre qui dit je ne sais pas. Ça a été assez étonnant. Beaucoup plus d'ailleurs un Premier ministre qu'un président de la République, tu l'as vu, et ça explique probablement que sa cote de popularité ait été tellement plus élevée, et reste encore aujourd'hui tellement plus élevée, alors que normalement, en Cinquième République, c'est le contraire, et normalement, dans une crise comme celle-là, où le président logiquement prend de la hauteur et le Premier ministre est aux manettes, on devrait s'attendre à ce que le président reste populaire, à ce que le Premier ministre ne le soit pas. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles le phénomène est inversé, c'est que le président a voulu garder ce style de président qui sait, qui, même quand il dit qu'il ne sait pas, ou quand il dit que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été parfaites, le dit avec les ors de l'Élysée, la Marseillaise et le drapeau, et donc d'une manière qui quand même signale subliminalement très très fort que je descends de l'Olympe pour vous dire la vérité, tandis qu'on a un Premier ministre qui lui dit bah, je fais des conférences de presse, je réponds aux questions, et il y a des fois où je dis que je ne sais pas parce que personne ne sait, il y a des fois où je dis que j'ai changé d'avis parce que la science a changé, et donc je montre une certaine vulnérabilité, et je crois qu'on a bien vu dans la comparaison qu'il y a un style de leadership qui est plus approprié à une situation de crise et qui en fait, sur la durée, est plus crédible. Merci, merci Olivier pour cette nouvelle intervention. Merci à Merci toi, encore. Michel.